Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cold Blood File, l'endroit où l'on explore les crimes les plus troublants, les mystères les plus sombres et les profondeurs les plus obscures de la psychologie humaine. Si vous pensez avoir tout entendu sur les tueurs en série, alors il est temps de revoir votre jugement. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un tueur, pas comme les autres. Un homme sans mobile clair, sans une once de culpabilité. Et surtout, qui ne choisissait jamais ses victimes. Il tuait au hasard des femmes, des hommes, des enfants, des personnes âgées, même des homosexuels, pas par haine, ni pour l'argent. Parfois, simplement parce qu'un regard l'avait contrarié. Ce n'est pas un personnage de fiction. Il a vraiment existé. Et pendant presque 10 ans, il a semé la terreur à travers l'Espagne, la France et l'Italie, laissant derrière lui des cadavres et aucune explication. Son nom, Manuel Delgado Vilga, mais les médias l'ont surnommé El Arropiro, le vendeur de sirop de raisin, devenu le tueur en série le plus redouté de l'histoire moderne espagnole. Il ne se contentait pas de tuer. Il tuait comme on respire. Et c'est précisément ce qui fait de lui un cauchemar vivant, une ombre meurtrière qui traversait les villes en laissant derrière elle une traînée de sang. Alors, comment un enfant orphelin, analphabète et rejeté par la société, est-il devenu une machine à tuer sans conscience? Était-il le fruit d'un destin tragique ou simplement l'incarnation du mal à l'état pur? Dans cette vidéo, je vous propose de plonger dans le parcours ténébreux de El Arropiro, de son enfance tourmentée à ses meurtres sauvages commis à travers l'Europe, jusqu'à l'enquête glaçante qui a révélé l'ampleur de son horreur. Et je vous le promets, une fois l'histoire terminée, vous ne regarderez plus jamais les tueurs en série de la même manière. Parti à une enfance brisée, les germes des ténèbres. Aucun tueur en série ne naît avec le mal dans les veines. Mais parfois, l'environnement, la misère et l'abandon plantent des graines si profondes qu'elles finissent par germer en quelque chose de monstrueux. Manuel Delgado Vilga est né en 1943, en pleine période d'après-guerre en Espagne, une époque marquée par la pauvreté, l'injustice sociale et l'indifférence institutionnelle. Mais pour lui, le cauchemar commence dès la première seconde de sa vie. Sa mère meurt en lui donnant naissance. Le seul être capable de lui transmettre un minimum d'amour et de chaleur disparaît sans qu'il ait eu le temps de la connaître. Son père, un vendeur ambulant de sirop de raisin à El Arrob, n'a ni les moyens ni l'envie de l'élever. Manuel est donc confié à sa grand-mère, dans la petite ville de Mataró, en Catalogne. Cela pourrait sembler rassurant. Mais en réalité, Manuel grandit dans l'indifférence, le vide affectif et une misère morale presque totale. Personne ne lui apprend à aimer. Personne ne lui apprend à gérer ses émotions. Personne ne lui montre ce qu'est le bien ou le mal. Manuel ne suit quasiment aucune scolarité. Il grandit sans savoir lire ni écrire, incapable de comprendre les règles élémentaires du vivre ensemble. Pour les autres, ce n'est qu'un garçon attardé, sans avenir. Mais à l'intérieur, un sentiment de frustration et de colère grandit en silence. Dans une société où l'éducation est une forme de pouvoir, l'ignorance est une prison. Et comme tout animal acculé dans un coin, Manuel commence à se défendre avec ce qu'il connaît, la violence brute, l'instinct de survie, le rejet du monde. À l'adolescence, il erre dans les rues pour survivre, vendant son corps à qui le veut bien, sans distinction de sexe. Il est bisexuel, une réalité que la société franquiste de l'époque considère comme un crime moral. Manuel devient l'ennemi public invisible, méprisé, rejeté, ignoré. Très jeune, Manuel assimile une leçon tordue, l'amour, le sexe et la survie sont des choses qu'on peut échanger ou arracher. Quand on grandit au plus bas de l'échelle sociale, on commence à croire que la cruauté est normale, que l'empathie est une faiblesse. Encore une fois, cela n'excuse rien. Mais posons-nous la question, si votre vie entière se résumait à la fin, au froid, à l'humiliation,
Verriez-vous encore le monde avec des yeux d'enfant? Manuel n'a pas d'amis. Aucun adulte ne le guide, ne l'encourage, ne le protège. Il devient un fantôme parmi les vivants invisibles, sans attache, sans avenir, mais rempli d'un feu noir prêt à exploser. À 18 ans, Manuel rejoint l'armée, probablement le seul moment de sa vie où la société semble lui offrir une place. Il intègre la Légion espagnole, une unité militaire connue pour sa discipline impitoyable. Et c'est là qu'il apprend ce qui deviendra sa signature meurtrière, un coup mortel à la gorge, surnommé le Golpe Legionario. Ironiquement, ce qu'il apprend pour défendre un pays deviendra plus tard un moyen d'ôter la vie, sans bruit, sans effort, sans remords. Ce qui perturbe le plus les experts, ce n'est pas la folie apparente de Manuel, c'est son calme glaçant. Il n'hallucine pas. Il se souvient parfaitement de ses crimes. Il les raconte avec une précision clinique. Il n'est pas fou au sens psychiatrique. Mais il est vide. Dépourvu de conscience morale. Incapable de regret, insensible à la douleur qu'il inflige. Pour beaucoup de psychologues, Manuel est le produit ultime d'un environnement toxique. Une société sans amour. Une éducation inexistante. Et une normalisation de la violence comme seule réponse possible à la frustration. Alors, que voyons-nous vraiment dans l'enfance de Manuel Delgado Vilga? Un démon né du néant? Ou un enfant détruit par l'indifférence des hommes? Peut-être que le mal n'a pas toujours une origine génétique. Peut-être qu'il suffit simplement de priver un être humain d'amour, d'éducation et d'espoir, pour que quelque chose se brise irrémédiablement. Quand tout ce qu'un enfant reçoit du monde, c'est le rejet, la peur et l'humiliation. Peut-on vraiment s'attendre à ce qu'il devienne un adulte normal? Dans la prochaine partie, nous suivrons Manuel après sa sortie de l'armée lorsqu'il commence sa dérive sanglante à travers l'Europe. Meurtre sans mobile, sans logique, sans pitié. Le cauchemar prend forme. Partie 2: le voyage sanglant, le tueur errant et les morts sans réponse. Quand un homme ne croit plus en la bonté humaine, ne croit plus en lui-même ni au monde qui l'entoure, que lui reste-t-il? Où va-t-il? Que laisse-t-il derrière lui, sinon des cadavres froids et des questions qui hantent à jamais? C'est exactement ce qu'a fait Manuel Delgado Vilga, celui qu'on surnommera plus tard El Arropiro. Après avoir quitté l'armée, il a entamé un voyage sans but, sans direction, sans humanité, un périple guidé uniquement par une pulsion meurtrière aussi primitive qu'incontrôlable. Exclu de l'armée pour des raisons médicales, il souffrait de crises d'épilepsie. Manuel a commencé une vie d'errance. Il n'est pas retourné dans sa famille, il n'a pas cherché à se reconstruire. Non, il a choisi de disparaître, de vivre comme une ombre. Il a erré à travers toute l'Espagne, puis a franchi les frontières vers la France, l'Italie et d'autres pays européens. Dans chaque ville où il s'arrêtait, il ne restait jamais longtemps. Il dormait dans des gares, des parcs, des cimetières, sous des ponts. Il survivait par la mendicité, de petits vols, la prostitution, peu importe que ce soit avec des hommes ou des femmes. Manuel vivait par pur instinct, et quand cet instinct atteignait ses limites, il ne distinguait plus le bien du mal. Il ne restait que deux choses, vivre ou tuer. D'après ses propres aveux, sa première victime est tombée en 1964, alors qu'il était à Valence. Un homme a tenté de le forcer à avoir une relation sexuelle. Manuel a refusé, puis l'a étranglé sur un coup de rage. Aucune préméditation. Aucun mobile. Aucune haine particulière. Juste une réaction brutale, instinctive. Et ce qui est encore plus glaçant, il ne ressentit aucun remords. Au contraire, il se sentit soulagé. Comme si Dieu l'avait libéré de toute la haine, de toutes les humiliations, de toute la solitude accumulée depuis l'enfance. À partir de ce moment, la mort n'était plus un tabou. C'était un outil, un langage.
une manière d'exister pour un être que le monde avait effacé. Il entama alors une marche sanglante à travers l'Espagne, Barcelone, Séville, Cadix, puis Marseille, Rome, des plages méditerranéennes aux villages les plus reculés. Après chaque meurtre, il disparaissait. Pas d'armes retrouvées. Pas de mobile. Aucune connexion avec les victimes. Personne ne se doutait de lui, car pour le monde, il n'était personne. Pas de domicile fixe. Pas d'identité stable. Pas de relation connue. Un fantôme parfaitement fondu dans le décor. Et ce qui rendait les choses encore plus effrayantes, c'est que la plupart de ces crimes n'avaient aucun sens apparent. Une femme tuée parce qu'elle l'a repoussée. Un homme battu à mort parce qu'il posait trop de questions. Un couple agressé dans un parc, en pleine dispute. Un compagnon de route étranglé pour avoir trop parlé. Ces morts absurdes, brutales, se sont produites en quelques minutes seulement, et après. Manuel allait dormir. Comme si de rien n'était. La majorité des tueurs en série poursuivent un objectif, vengeance, plaisir sexuel, pouvoir, argent. Mais Manuel ne cherchait rien de tout cela. Il ne volait rien. Il ne violait pas. Il ne cherchait même pas à fuir. Tuer, pour lui, était aussi banal que respirer. Les enquêteurs furent déconcertés pendant des années, et plus tard, les experts psychiatres l'ont classé dans une catégorie extrêmement rare. Les meurtriers impulsifs sans mobile, ceux qui tuent simplement parce que leur instinct le commande. Manuel avait déjà été arrêté plusieurs fois pour des délits mineurs, vol, troubles à l'ordre public, prostitution, vagabondage. Mais jamais personne n'a creusé davantage. Personne n'a fait le lien entre ses séjours en prison et les meurtres non résolus dans les villes où il était passé. Pourquoi? Parce que ces victimes ne comptaient pas aux yeux de la société. Des prostituées, des sans-abri, des homosexuels, des migrants sans papier. Il tuait ceux que personne ne pleurait. Il survivait parce que personne ne regardait. Certains disent qu'il était fou. D'autres pensent qu'il était un tueur né, froid et mécanique. Mais il existe une hypothèse bien plus dérangeante. Manuel Delgado Vilga serait le produit d'une société qui abandonne les plus fragiles. Il n'a pas été conçu pour tuer, mais façonné par le mépris, la violence, la solitude. Partie 3. La gifle du destin, quand le monstre révèle son vrai visage pour une broutille. Souvenez-vous, pendant près d'une décennie, Manuel Delgado Vilga, surnommé El Aropiro, a sillonné l'Espagne, la France et l'Italie tel un vagabond invisible. Chaque ville sur son chemin laissait un cadavre derrière lui. Pourtant, personne ne l'a jamais soupçonné. Aucun mandat d'arrêt. Aucun fichier interrégional. Aucun tir de sommation. Alors, qu'est-ce qui a mis fin à cette longue série de meurtres? La réponse est aussi absurde que tragique. Début 1971, dans la ville de Mataró en Catalogne, un après-midi froid comme tant d'autres. Manuel y vivait de façon précaire avec une personne très spéciale, Antonia Rodriguez Rolinck, surnommée la Piripi, une femme transgenre et probablement l'unique compagne fidèle qu'il ait jamais eue. Leur relation était volcanique. Passionnée, instable, constamment au bord de l'explosion. Tous deux vivaient en marge de la société sans emploi, alcooliques, errant entre désespoir et violence. Ce jour-là, une dispute éclate violemment dans la rue. Et sous le coup de la colère, Manuel gifle Antonia en pleine rue, devant témoins. Un geste qui, venant de lui, n'avait rien d'inhabituel. Mais cette fois-ci, un passant indigné appelle la police. Manuel est arrêté pour trouble à l'ordre public. Les policiers le voient comme un marginal parmi tant d'autres sales, mal rasé, le regard vide. Personne ne se doute qu'ils ont sous les yeux l'un des plus grands tueurs en série d'Europe. Lors de son interrogatoire, Manuel reste étrangement calme.
ni résistance, ni peur, ni remords. Et puis, soudainement, comme incapable de contenir son secret plus longtemps, il lâche une phrase qui glace la salle. J'ai tué quelqu'un. Ici, à Mataro. Et dans d'autres endroits aussi. Le policier, pensant à une provocation, lui demande des précisions. Manuel répond posément et décrit l'endroit exact où il a abandonné le cadavre d'une femme quelques jours plus tôt à quelques kilomètres du commissariat. La police vérifie. Et effectivement, le corps en décomposition d'une femme est retrouvé sous un buisson, à l'endroit indiqué. Dès lors, l'enquête prend une toute autre dimension. Mais ce qui stupéfie les policiers, c'est que Manuel ne se fait pas prier. Il commence à raconter ses meurtres de façon volontaire, presque détachée. La femme à Valence? Je l'ai étranglée parce qu'elle a refusé mes avances. L'homme à Cadix? Je lui ai fracassé le crâne avec une pierre. Le vieux monsieur à Nice? Un coup de couteau, net. Il donne tous les détails, la date, le lieu, la méthode, les motivations. Chacun de ces crimes devient un chapitre d'un récit macabre, raconté sans émotion, sans regret, comme un journal de voyage sanglant. En 6 mois, il avoue 48 meurtres à travers 3 pays. L'Espagne est sous le choc. L'Europe sidérée. Mais une question terrible se pose. Comment un homme a-t-il pu tuer autant de personnes, sur autant d'années, sans jamais être inquiété? La réponse réside dans les failles structurelles et sociales de l'époque. L'Espagne franquiste ne disposait pas d'un système de fichiers criminels unifié. Un meurtre à Malaga n'était jamais croisé avec un autre à Barcelone. Les victimes de Manuel étaient souvent des personnes marginalisées, sans abri, travailleuses du sexe, personnes trans, homosexuelles, personnes âgées seules. Des vies jugées peu dignes d'enquête approfondie. Résultat, des dizaines de meurtres classés comme suicide ou mort accidentelle, sans investigation. L'indifférence de la société a permis à Manuel de tuer en toute impunité. Le monstre s'est caché dans nos angles morts. Devant l'ampleur des aveux, la justice ordonne une évaluation psychiatrique poussée. Est-il fou? Est-il un manipulateur froid? Ou les deux à la fois? Les experts concluent que Manuel souffre de schizophrénie paranoïde, avec hallucinations et idées délirantes. Il présente un trouble du contrôle des impulsions, rendant ses accès de violence imprévisibles. Il a aussi des lésions cérébrales, conséquence probable des violences subies durant l'enfance. Verdict final, Manuel est déclaré pénalement irresponsable. Il ne pourra pas être jugé comme une personne saine d'esprit. Le tribunal ordonne son internement à durée indéterminée dans un hôpital psychiatrique de haute sécurité. Ironie du sort, si Manuel n'avait pas frappé Antonia ce jour-là, il aurait sans doute continué à tuer. Ce simple geste de violence domestique a été le déclencheur d'une révélation monstrueuse. Une gifle, un acte banal, presque invisible dans le tumulte du quotidien qui a fait tomber le premier domino de massacre occulté. Parti 26 ans oublié dans un hôpital psychiatrique, le tueur en série, enterré vivant par la société. Imaginez un instant ceci, vous êtes la victime ou un proche d'un meurtre. Le tueur est arrêté, il avoue des dizaines de crimes. Mais il n'y a pas de procès, pas de condamnation, pas de justice. À la place, il est enfermé dans un hôpital psychiatrique, puis disparaît. Des gros titres, des rapports officiels et surtout de la mémoire collective. C'est exactement ce qui est arrivé à Manuel Delgado Villa, surnommé El Arropiro, l'un des tueurs les plus dangereux de l'histoire de l'Espagne, mais aussi l'un des plus étrangement neutralisés de l'histoire judiciaire européenne. Dès son arrestation et ses aveux glaçants, Manuel est soumis à des expertises psychiatriques. En quelques séances, les médecins concluent qu'il souffre de troubles mentaux graves, qu'il est inapte à être jugé et donc irresponsable pénalement.
À première vue, cela semble une décision humaine. Mais quand on regarde de plus près, plusieurs anomalies apparaissent. Manuel a décrit avec une précision effrayante les scènes de crime, nom, lieu, armes, état des corps. Il fait preuve d'une logique claire, d'un récit cohérent, sans rupture avec la réalité. Et surtout, il a réussi à dissimuler ses meurtres pendant plus de 7 ans, un comportement peu compatible avec un délire chronique incontrôlable. Alors pourquoi le déclarer fou? De nombreux experts estiment que cette décision était plus politique que médicale. Le régime franquiste voyait là une occasion d'éviter un procès public, et donc d'étouffer le scandale que représentait l'inaction policière face à ces crimes. À partir de 1971, Manuel est interné au centre psychiatrique de Carabanchel, l'un des établissements les plus stricts de l'époque. Mais en réalité, c'est une prison maquillée. Il est confiné dans une cellule isolée, sans fenêtre, sans horloge, sans calendrier. Aucun contact avec l'extérieur, aucune visite familiale, aucun avocat. Ses journées sont vides, répétitives, comme un cercle sans fin, une forme d'existence effacée, sans avenir. Pendant plus de 26 ans, personne ne parle plus de lui. Les journaux l'oublient, la police arrête les investigations, les victimes sont réduites au silence. Et lui, Manuel, ce monstre qui terrifiait l'Espagne, devient un fantôme vivant, enfermé dans un couloir sans fin de l'hôpital Carabanchel. Prenons maintenant un instant pour analyser le cas d'un point de vue purement juridique. Ce que l'on découvre est un vide judiciaire absolument sidérant. Il n'a jamais été jugé, donc n'a jamais été formellement condamné. Mais il n'a pas non plus été acquitté. Alors, sur quelle base légale peut-on priver un homme de liberté pendant 26 ans sans procès? La réponse, il représentait un danger permanent, hors de contrôle. Ce fut donc une détention préventive indéfinie, non fondée sur une décision de justice, mais sur une simple évaluation psychiatrique jamais réévaluée. La justice ne fut pas rendue, elle fut suspendue. La question continue de diviser les esprits. Manuel était-il vraiment malade mental? Des experts psychiatres, bien plus tard, en consultant son dossier, suggèrent une autre hypothèse. Il souffrirait de troubles de la personnalité antisociale, sociopathie, une absence d'empathie, mais pas une psychose. Il était capable de distinguer le bien du mal et de planifier ses crimes. Il a cessé de tuer dès son arrestation, ce qui prouve un certain contrôle. En somme, certains pensent que le diagnostic psychiatrique était un outil pratique pour masquer l'échec du système. Quand on observe les 26 années de détention psychiatrique de Manuel, ce qui choque, ce n'est pas seulement le nombre de victimes, mais le silence complice autour de lui. Pas d'enquête indépendante. Aucune tentative de réinsertion. Aucune reconnaissance de la responsabilité étatique. La société a préféré fermer les yeux, l'exclure discrètement et prétendre que le problème avait disparu. Mais en vérité, rien n'a été résolu. On a simplement enfermé un homme et enterré le scandale avec lui. Partie 5, une fin dans l'oubli, quand la justice ne vient jamais. De tueur en série sanguinaire ayant semé la terreur dans toute l'Espagne, Manuel Delgado Vilga finit sa vie dans un silence absolu, dans un coin sombre de l'histoire, presque comme s'il n'avait jamais existé. Mais la question la plus troublante demeure, comment l'un des meurtriers les plus prolifiques d'Europe a-t-il pu mourir sans jamais avoir été jugé? Voici l'épilogue d'un drame judiciaire, un miroir tragique d'un système en échec. Après près de 3 décennies enfermé dans un hôpital psychiatrique, Manuel était devenu un homme brisé, physiquement affaibli, psychologiquement vide. Bien qu'il ne représentait plus une menace, il n'était pas libéré. Pas de famille, pas de proches, pas une seule voix pour plaider en sa faveur. En 1996, la presse espagnole redécouvre par hasard le nom de Elaro Piro, comme une relique d'un passé troublant. Ce regain d'intérêt n'est pas dû à un quelconque réveil de la justice, mais parce que Manuel était gravement malade,
et que les médecins estimaient qu'il ne représentait plus un danger. Ce n'est qu'en 1998, soit 2 ans plus tard, qu'il fut enfin libéré. Une liberté tardive, presque cruelle, car Manuel avait alors plus de 50 ans, affaibli, amaigri, incapable de vivre seul. Le plus glaçant, c'est qu'au moment même où il fut déclaré libre, il n'avait nulle part où aller. Aucun foyer, aucun revenu, aucune compétence, aucun accompagnement. Et surtout, personne pour l'accueillir. L'État l'a placé dans un centre caritatif, un lieu de passage pour les âmes errantes. Là, Manuel a fini ses jours dans une solitude absolue, tel un fantôme oublié dans une société qui avait choisi de ne plus le voir. Aucune trace de confession, de remords ou de souvenir n'a jamais été retrouvée. Pas de mémoire, pas de lettres, pas de témoignages. Comme si sa vie n'avait jamais existé. Ce qui rend ce cas si particulier, ce n'est pas seulement le nombre impressionnant de victimes présumées, mais surtout cette vérité glaçante. Aucun procès n'a jamais eu lieu. Aucune condamnation. Aucun jugement clair. Aucun rapport officiel confirmant le nombre exact de meurtres. Pas d'excuse publique de l'État pour avoir laissé un tel homme en liberté, puis l'avoir enfermé à vie sans jugement. Les victimes, pour la plupart des femmes, des marginaux, des sans-abri, des homosexuels n'ont jamais obtenu justice. Elles sont mortes dans l'indifférence la plus totale. La vraie question n'est pas « Manuel était-il un monstre ?» Cela ne fait aucun doute. La vraie question est « Que fait une société lorsqu'elle est confrontée à un monstre ?» Nous l'avons caché. Nous l'avons enfermé. Nous avons laissé les morts être oubliés. Et lorsqu'il est mort, en 1998, tout le monde est resté silencieux. Pas de commémoration, pas d'alerte médiatique. Juste une brève, El Arropiro est mort. La mort de Manuel Delgado Vilga n'est pas une conclusion. C'est une cicatrice profonde de notre justice moderne, une leçon douloureuse que ceux que la société oublie sont aussi ceux que l'on laisse mourir dans l'ombre. L'Espagne a tourné la page, certes. Mais les noms des victimes de Manuel, eux, sont restés à jamais figés, sans voix, sans reconnaissance. Et peut-être que le plus terrible est ceci. Personne n'a jamais vraiment été tenu responsable pour tous ces meurtres. L'affaire Manuel Delgado Vilga, alias El Arropiro, n'est pas seulement l'histoire d'une série de meurtres sanglants. C'est aussi le récit d'un échec collectif, celui du système médical, judiciaire et moral. Plus de 40 vies auraient été fauchées et personne n'a jamais été tenu responsable. Aucun procès. Aucune condamnation. Pas même un mot d'excuse de la part des autorités. Et dans ce silence assourdissant, les victimes sont restées anonymes. Mais la véritable question que nous devons affronter ne concerne pas seulement le passé. Et s'il y avait un autre Arropiro parmi nous, aujourd'hui, en liberté, et que le système fermait encore les yeux, avons-nous réellement appris quelque chose de ce silence mortel? La société se soucie-t-elle vraiment de ceux qui vivent en marge, les sans-abri, les personnes atteintes de troubles mentaux, les oubliés, ou bien attend-elle simplement qu'ils commettent l'irréparable pour enfin les remarquer? La justice fonctionne-t-elle vraiment, ou n'est-elle qu'un mécanisme aveugle, sourd et muet, qui préfère détourner le regard plutôt que d'affronter la vérité? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cette histoire vous a fait réfléchir, laissez un commentaire en hommage à toutes les victimes oubliées. Et si vous estimez que ce contenu mérite d'être partagé, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun épisode. Car parfois, il suffit qu'une seule personne se souvienne pour empêcher l'oubli.